bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cette webconférence. Donc, nous allons présenter les intervenants que je remercie déjà de leur présence. On enchaînera avec une introduction sur la face cachée finalement du numérique et l'empreinte environnementale qu'il y a derrière. Un temps de questions-réponses et puis ensuite un format de table ronde où les entreprises des territoires qui viennent témoigner pourront partager leur démarche et comment ils ont traité, comment ils se sont appropriés cette question de la sobriété numérique. Alors pour démarrer un tout petit tour de table, une intervention et je le remercie également Maël Levé, donc consultant énergie-climat au sein du cabinet BL Évolution et qui a coordonné la préparation de cette table ronde. En effet, merci Sylvain. En effet, j'interviens chez BL sur les sujets énergie-climat et numérique responsable, donc accompagnement des entreprises et des territoires, notamment sur leur démarche numérique et les évaluations environnementales. Merci. Soisic Roquet, directeur adjoint aux solutions numériques de Loire-Atlantique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureux également de participer à ce webinaire ce matin. Donc, effectivement, dans le cadre de mes fonctions au sein du département de Loire-Atlantique, je pilote notamment le volet numérique responsable, avec notamment un plan d'action et des actions concrètes qui ont déjà été conduites. Donc, c'est l'objet un peu de ma présence ce matin. Ça va être d'apporter un peu le retour d'une collectivité sur des actions qui sont conduites et qui ont été conduites au niveau du numérique responsable. Voilà. Merci beaucoup. Emmanuelle Temkin, qui est directrice RSE et innovation chez Orange. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis super contente d'être là. Le numérique pour Orange, on est complètement dans les solutions. Donc, on essaye d'intervenir sur le numérique responsable nous-mêmes en faisant des solutions les plus responsables possibles qui peuvent aider aussi tous nos clients. Alors, moi, je suis sur la partie B2B. Je suis directrice innovation RSE sur la partie B2B d'Orange en France. Donc, comment nos solutions peuvent aider. Et puis, on a aussi travaillé sur un kit numérique responsable que je vous montrerai. Merci. Pierre Paco, cofondateur de Télécope. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi aussi d'être là ce matin pour parler de ce sujet et en particulier de vous présenter Télécope, le premier opérateur télécom coopératif en France et comment est-ce qu'on a créé cette société coopérative d'intérêt collectif qui du coup intègre un certain nombre de parties prenantes inhabituelles dans le monde des télécoms pour essayer d'innover et de proposer des solutions qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale autour de notre métier d'opérateur télécom. Merci beaucoup. Et puis en back-office, Thibaut Hugard, consultant numérique responsable chez BL Évolution et qui va nous aider à modérer les questions. Et donc, j'en le redis, vous pouvez d'ores et déjà, dans le petit onglet questions-réponses, tout au long de la présentation, commencer à les poser. Et moi-même, donc votre serviteur, Sylvain Boucheran, directeur du cabinet BL Évolution, que j'ai cofondé il y a une dizaine d'années. Et donc, il y a un cabinet spécialisé sur la transition écologique avec différentes thématiques d'intervention pour nos clients, les stratégies RSE, les stratégies énergie-climat, le numérique responsable, bien sûr, les stratégies pour la biodiversité, la mobilité, la transformation des business models et l'économie circulaire, donc sur lequel on accompagne à la fois les entreprises et les collectivités territoriales. Alors, pour démarrer cette matinée, on vous propose une introduction pour poser quelques enjeux qu'on a appelé environnement, la face cachée du numérique, pour reprendre une dénomination de l'ADEME. Alors, le numérique, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un poids lourd de l'économie. C'est un secteur à part entière. Des centaines de milliers d'emplois dans les logiciels, les services numériques. Un marché qu'on estime à 150 milliards d'euros en 2019, plus que donc les assurances ou l'aéronautique, par exemple, 6% du PIB français. Une transformation digitale de l'économie, on parle beaucoup de la digitalisation depuis une vingtaine d'années, ça ne vous a pas échappé, je l'imagine, et on le voit, c'est un sujet qui va toucher finalement tout, aussi les secteurs d'activité, le commerce qui devient un commerce en ligne, c'est le graphique de l'évolution du chiffre d'affaires qui est fait par Internet, que ce soit les ordinateurs via les mobiles, et on voit cette croissance extrêmement soutenue depuis plus d'une décennie. Et le digital, c'est un secteur qui intéresse, puisque c'est un secteur considéré comme d'avenir par beaucoup d'entreprises. On le voit sur le dernier chiffre de ce slide,
7 milliards d'euros de dépenses annuelles en R&D, soit plus de 20% de la dépense totale privée en R&D. Donc, ça montre que les entreprises investissent énormément sur ces questions du numérique et du digital. Et donc, ça devra renforcer encore à l'avenir le poids de ce secteur. Alors ça, c'est le côté économique. La face cachée, je le disais tout à l'heure, c'est finalement l'empreinte environnementale. On parle de digitalisation, on parle souvent du cloud, on a l'impression qu'on parle parfois de dématérialisation. En fait, il y a évidemment une empreinte réelle, matérielle, liée aux usages et aux activités du numérique. Quelques chiffres, 4% de la consommation d'énergie primaire, 4% des émissions de gaz à effet de serre, 0,2% de la consommation d'eau, plus de 5% de la consommation d'électricité. Donc, au niveau mondial, on voit que ce secteur, finalement, a bien une empreinte réelle extrêmement importante, soit, on estime, selon les sujets, 2 à 5 fois l'empreinte de la France. Donc, c'est quasiment, on pourrait appeler ça un 5e continent, en tout cas, du point de vue de l'empreinte environnementale. Si on regarde plus particulièrement au sujet de la France, le numérique, 2,5% de l'empreinte carbone des Français est liée au numérique, c'est autant que l'aviation. 1 an de consommation de biens et de services numériques, ça représente 10% de la consommation électrique française. Donc, c'est colossal et on voit que le secteur augmente énormément puisque l'impact environnemental de ce secteur, en tout cas l'impact carbone de ce secteur, augmente de 8% par an. Donc, une croissance extrêmement importante de l'empreinte sur le climat. Et donc, se pose finalement la question de fond, comment est-ce que dans un monde en digitalisation profonde, extrêmement soutenue, avec en face un impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on peut arriver à rentrer dans cette logique de numérique responsable, de sobriété numérique, et c'est ce que l'on va essayer de traiter un peu plus en détail ce matin. Alors, pour comprendre d'où vient cette empreinte carbone du numérique, on cite quelques chiffres d'une étude qui a été faite par l'ADEME et l'ARCEP que je vous invite à regarder en détail. Ce qui ressort, quelques chiffres clés, c'est que l'empreinte carbone est quand même extrêmement liée aux terminaux et même plus particulièrement à la fabrication des terminaux. Vous voyez les chiffres ici, 80% de l'empreinte carbone du numérique, c'est les terminaux. Et dans la fabrication des terminaux, dans l'empreinte carbone des terminaux, c'est 80% lié à la fabrication. Donc, tous les process de fabrication, d'extraction des matières premières, etc., qui ont un impact carbone extrêmement important. Donc, ça, c'est intéressant à avoir en tête puisque ça va nous aider tout de suite à pouvoir orienter des actions de sobriété numérique. On va parler de la durée de vie. Comment est-ce qu'on fait durer les appareils pour en fabriquer moins? Comment on va réduire l'obsolescence? Comment on va augmenter la réparabilité? Tout de suite, on a déjà quelques pistes. Et ça, c'est intéressant aussi puisque ça nous permet de toucher du doigt ce qu'on peut appeler le scope 3 du numérique. C'est bien prendre en compte les impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un service numérique et pas simplement l'usage d'un service dont on a souvent l'impression qu'il est dématérialisé et donc qu'il n'a peu d'impact. Si on regarde un peu plus loin que le climat, pour traiter les questions plus larges d'environnement, dans cette étude ADEME-ARCEP, une analyse de cycle de vie complète a été menée, et donc sur une douzaine d'indicateurs environnementaux, le climat bien sûr, mais aussi l'eau, la consommation de ressources, les pollutions, etc. Et donc, ce que l'on voit, c'est que travailler sur la réduction de l'empreinte carbone du numérique, c'est aussi participer à la réduction de l'empreinte environnementale globale de ce secteur, puisque sur tous ces sujets-là, il y a une empreinte matérielle extrêmement importante. Quand on regarde le détail des différents impacts environnementaux, selon les outils, l'ordinateur, le téléphone, les écrans, les consoles, le stockage, donc les différents matériaux terminaux qui sont utilisés pour l'usage du numérique que l'on a au quotidien. Quels que soient les indicateurs, sauf peut-être l'écotoxicité ou la création d'ozone photochimique, mais en tout cas, quasiment sur tous les indicateurs, ce qui ressort en premier, ce sont les écrans. Donc, encore une fois, ça nous donne une piste sur laquelle on peut travailler pour essayer de réduire l'empreinte environnementale du numérique. Puis, bien sûr, sans surprise, quand on regarde la taille des écrans, on se rend compte que les plus petits ont une plus grosse empreinte, les plus grands une plus grande empreinte. Donc, aussi peut-être une logique sur la typologie d'écran que l'on peut intégrer dans sa politique. On verra un peu plus tard dans les retours d'expérience. Alors, quelles sont les grandes tendances à maîtriser suite à ce
il y a ces quelques chiffres que l'on vous a partagés ce matin. Donc, la question des équipements, bien sûr, quelques chiffres qui sont importants à avoir en tête. 11 équipements en moyenne par Français. Smartphone, PC, écran, montre connectée, console, etc. Entre 4 et 28 écrans par foyer. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour compter le nombre d'écrans qu'il y a autour de vous dans votre foyer. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne. Et une tendance, évidemment, à un phénomène qui a tendance à augmenter, puisque l'IoT, l'Internet des objets connectés, qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, évidemment, a tendance à renforcer les écrans, les matériels électriques, électroniques que l'on peut avoir chez nous ou dans les entreprises, donc qui vont renforcer ce phénomène. Donc ça, c'est un des premiers sujets sur lequel il faut travailler. Un deuxième sur lequel il y a également des chiffres qui sont importants, la question des données. Vous avez ici le graphique de l'évolution des données qui sont consommées à travers notamment les réseaux mobiles. On voit cette croissance exponentielle extrêmement importante des données qui génèrent du trafic, mais qui génèrent aussi du stockage, et donc un enjeu sur les données aussi à avoir en tête. Alors, la réglementation n'est pas en reste, bien sûr, puisque le législateur, alors, que ce soit au niveau français ou à d'autres échelles, commence à s'intéresser à ce sujet. Et en France notamment, il y a différents textes qui vont inciter ou obliger un certain nombre d'acteurs à mettre en place des actions de réduction de l'empreinte numérique. La loi AGEC, par exemple, en est d'un certain nombre de dispositions qui va, par exemple, demander d'avoir, pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, d'avoir une stratégie numérique responsable. Donc, on pourra échanger un petit peu plus en détail sur le sujet tout à l'heure avec notre intervenant. En conclusion, on a un paradigme un peu qui s'auto-entretient, puisqu'on développe les services numériques, on développe les usages, ce qui va consommer évidemment des matières, de l'énergie, on l'a montré à l'instant, qui va générer des impacts sur l'environnement, le CO2 bien sûr, mais d'autres impacts de pollution qu'il peut y avoir. Et donc, en développant les usages numériques, on fait en sorte, en tout cas, ça demande de développer du matériel, des infrastructures pour avoir plus d'usages. Et puis, quand on développe des infrastructures et du matériel, ça permet d'avoir de nouveaux usages. Et donc, on est dans un cercle quelque part qui s'auto-entretient et qui, malheureusement, augmente de manière très forte l'empreinte environnementale. Et donc, la logique de la sobriété numérique sur laquelle on va essayer de discuter ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut rentrer dans une logique de sobriété en optimisant les usages, en repensant les fonctionnalités et les systèmes avec des principes, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est utilisable, qu'est-ce qui est utilisé, parce que parfois on imagine des usages mais qui ne sont pas finalement appropriés par l'utilisateur, et d'avoir cette logique plutôt de sobriété pour, in fine, réduire de manière très très importante l'empreinte environnementale du numérique. Alors, quelques actions concrètes que vous pouvez commencer à engager. Je vous propose de les aborder avec Maël Levé. Merci Sylvain pour cette introduction. Et donc on l'a vu, en effet, les constats environnementaux demandent de changer de paradigme et de développer donc, ce qu'on pourrait appeler une sobriété numérique, c'est-à-dire considérer le numérique pour ce qu'il est, une ressource non renouvelable en voie d'épuisement. Et donc agir à la fois, comme on l'a dit, sur les usages, mais aussi sur la conception des services, des matériels, dans le but de limiter l'impact. Alors, c'est des questions qui peuvent se poser à plusieurs niveaux. D'ailleurs, dans l'assistance, vous êtes issus de divers publics. Donc, à ce titre, vous vous posez sûrement différentes questions dans votre quotidien. Voilà, où sont vos impacts? Quels éco-gestes implémenter? Dans le service numérique, si vous êtes plutôt du côté développeur ou dans une société qui travaille dans le numérique, est-ce que finalement, la pertinence environnementale du service ou l'impact environnemental du produit, du service a été évalué? On a également ici toute cette notion d'éco-conception. Et enfin, on pourrait aussi évoquer l'aspect organisation, donc le système d'information global. Est-ce qu'on a évalué, par exemple, l'impact de la stratégie informatique au global? Est-ce qu'on a inclus aussi le périmètre informatique dans les évaluations environnementales qui peuvent exister, comme le bilan carbone? Voilà. Et finalement, où sont les principaux impacts du SI? Est-ce qu'on retrouve en quelque sorte les conclusions de l'ADEME et de l'ARCEP? Alors pour adresser le sujet, on vous propose de détailler 5 idées clés qu'on a pu identifier dans nos accompagnements, avec la littérature aussi qui se développe beaucoup sur le sujet.
ce n'est pas forcément séquentiel, c'est plutôt une grille pour des idées qu'on a pu observer mises ensemble pour bien déployer la sobriété numérique. Donc, premièrement, c'est finalement avoir cette vue à 360. Et ce qui va permettre de faire ça, ça va être de mesurer pour maîtriser son empreinte, bien évaluer en fait l'ensemble de son système d'information, de son service, pour disposer d'un état des lieux. C'est vraiment la première chose à faire. On a ensuite toute une notion de structuration, de vraiment pouvoir définir sa stratégie, ses objectifs. Voilà une première feuille de route en quelque sorte. Même si on peut changer de route quand on parcourt le chemin, c'est quand même bien de se donner un petit peu les moyens de commencer à le parcourir. Et donc, ça va nous permettre de piloter toute cette démarche. Les premières actions, en général, elles concernent aussi la partie développement d'une culture du numérique responsable en interne, donc par la formation, la sensibilisation. Et donc, on va essayer de créer, d'une part, les réflexes utilisateurs et d'autre part, justement, former certains profils, par exemple les développeurs, à l'éco-conception. Et donc, c'est ici qu'on a toutes ces notions d'éco-conception pour aussi l'envisager comme un levier d'évolution. Voilà, Green IT avait pointé notamment que la puissance de calcul nécessaire pour écrire un texte double tous les 2 ou 3 ans. Donc, c'est vraiment cette logique-là de prendre le scénario à l'inverse, c'est-à-dire plutôt envisager la sobriété par défaut, la frugalité fonctionnelle par défaut. Est-ce qu'on a besoin de l'ensemble de la librairie si on utilise juste une seule fonction? Voilà, c'est ce genre d'approche qu'on va essayer de développer et de favoriser du coup les usages aussi sobres par la conception même des logiciels. Et enfin, dans le numérique, on est à la fois sur un écosystème qui échange beaucoup de par la chaîne interconnectée des acteurs, et d'autre part, il y a une culture un petit peu du partage aussi en lien avec l'open source. C'est important de collaborer pour diffuser, c'est un petit peu aussi le sens de cette conférence. Ouais, donc on va détailler un petit peu les aspects de mesure et d'éco-conception, puis on aura donc 3 témoignages pour illustrer les autres aspects de ces idées clés. Alors, très rapidement, voilà, on a 2 approches. Vous avez pu entendre différents termes dans les approches numériques, Green IT, numérique responsable. On distingue en général l'approche quantitative, c'est-à-dire environnementale, où on va viser de déterminer des postes significatifs pour prioriser la démarche et ensuite construire une trajectoire de réduction. Donc, c'est important pour savoir où l'on va, de savoir d'où l'on part. Et en complément de ça, on aura plutôt les approches dites qualitatives, donc par exemple les évaluations de maturité, où là, par rapport à un référentiel, on va identifier les pratiques qui sont existantes et les thématiques moins matures pour envisager de les améliorer. L'essence même de ces deux types de démarches étant de définir un plan d'action cohérent avec son diagnostic. Voilà, et démarche qui d'ailleurs ne s'adresse pas uniquement qu'aux entreprises du numérique. En tant qu'utilisateur de services ou fournisseur de services, on est aussi, et on l'est souvent, on a une responsabilité numérique et donc il est important de la considérer. Donc, la mesure peut être une façon de commencer ces démarches-là. Voilà, et donc on travaille notamment avec, on peut mutualiser ces approches. Voilà, on propose un exemple ici de démarche en 4 phases où on va cadrer, collecter les données sur l'ensemble du système numérique. Vous avez les postes en bas, les 3 tiers qu'on distingue en général, serveurs, réseaux et terminaux, mais également le fonctionnement de la DSI elle-même qui fait partie intégrante en quelque sorte du système d'information et l'utilisation des services par les utilisateurs finaux. Ouais, donc tout ça va permettre de construire une trajectoire de réduction, et notamment qui permet d'anticiper une croissance des usages numériques. On va définir un scénario de référence. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Et on va ensuite essayer de se positionner par rapport à ce scénario de référence. Ensuite, on passe au levier d'éco-conception. Donc là, on va parler d'analyse de cycle de vie, donc ACV pour les intimes, pour un service numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va regarder en fait l'ensemble des matériels donc, sur les 3 tiers, serveurs, réseaux et terminaux, qui vont intervenir, sachant que chacun de ces matériels a un cycle de vie en propre, fabrication, etc., qui a des impacts environnementaux. Et donc, pour faire ça, pour quantifier en fait l'impact d'un service numérique, on a besoin de différentes choses. Déjà, des données pour quantifier, évidemment. Donc, il y a notamment le projet de Negaoctet là, qui publiera prochainement sur la base impact de l'ADEME des facteurs liés au numérique, qui va fortement consolider la littérature sur le sujet. On a d'autres bases de données également. L'ADEME travaille notamment sur la définition des règles d'allocation, puisque vous l'avez vu, il peut y avoir plusieurs matériels qui interviennent dans un seul service numérique, et donc on ne va pas forcément attribuer l'ensemble de l'impact d'un matériel au service, puisque le numérique est par essence mutualisé, et donc il y a besoin de définir des règles
pour calculer ces règles d'allocation. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre résultat et donc on va identifier des leviers d'éco-conception en faisant varier des paramètres ou même en comparant deux services pour accomplir une même fonction. Voilà, donc ce qu'on appelle l'étude de sensibilité, c'est finalement la comparaison d'un service par rapport à lui-même en faisant varier quelques paramètres. Un exemple simple qui peut vous parler, c'est le grand débat présentiel versus distanciel. Donc, on a une étude que je vous invite à aller consulter sur les assises de l'économie circulaire qui compare sur 6 indicateurs environnementaux, le présentiel en 2017 et le distanciel en 2020, en tenant compte de l'effet rebond, c'est-à-dire le fait qu'il y avait 2 fois plus de participants en distanciel. Et globalement, on voit qu'on a une réduction significative de 5 impacts environnementaux, notamment la dimension changement climatique. Par contre, on dégrade un indicateur, épuisement des ressources abiotiques, c'est notamment les minerais, les métaux. On le sait, le numérique est assez consommateur de ces ressources. Donc, au global, on voit que sur ce cas d'étude, on a quand même une réduction de la plupart des impacts, mais même en tenant compte de l'effet rebond. Et par contre, voilà, c'est pas toujours, il ne faut pas forcément le généraliser. L'idée, c'est vraiment toujours de prendre son cas d'étude par rapport aux services numériques. Pour terminer, juste un dernier mot sur ce qu'on appelle l'IT for Green, qui est finalement l'approche qui consiste un petit peu à connecter différents systèmes pour plutôt accomplir des desseins écologiques. En général, c'est économiser de l'énergie. Il y a un précepte qui est un petit peu que connecter un objet permettrait de le rendre intelligent et donc de potentiellement mieux économiser de l'énergie. Alors, c'est vrai pour certains cas, mais dans l'absolu, ça ne veut pas forcément dire que la dépense environnementale, en quelque sorte, l'ensemble des coûts environnementaux va permettre de compenser les gains. Donc voilà, il y a quand même une notion à poser à la base pour refaire le lien avec ce que je disais précédemment, qui est que le numérique est une ressource non renouvelable. Il faut la préserver pour les usages où il a un intérêt particulier éprouvé. Donc la première question à se poser, sûrement, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire pour accomplir cette même fonction en low-tech, en innovation frugale, pour justement donner le numérique et le réserver aux usages où il est vraiment pertinent? Et si on l'évalue comme vraiment pertinent, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut l'optimiser, c'est-à-dire diminuer ses impacts environnementaux et considérer aussi les effets rebonds que pourrait produire un gain d'efficacité? Par exemple, un capteur un ensemble de capteurs connectés dans un logement dans le but d'économiser de l'énergie, ça va permettre de gagner sur le chauffage, la climatisation, mais il faudrait mettre en regard de tout l'assemblage, la fabrication des équipements. On a vu, ça peut être impactant au global. Et donc ensuite, voilà, faire le bilan de ce gain net. Est-ce qu'on est positif, est-ce qu'on est négatif? Voilà donc pour illustrer ces premiers éléments. Et donc nos intervenants vont pouvoir détailler les autres sujets. Mais avant ça, une petite session de questions-réponses. Alors, on a différentes questions dans le chat. Alors, la consommation d'énergie primaire intègre-t-elle la consommation d'électricité? Oui, en effet, l'énergie primaire, c'est bien l'approche qui va considérer à prendre l'ensemble des ressources énergétiques. Et donc, la consommation d'électricité, finalement, l'électricité, c'est un vecteur d'énergie. Donc, on va prendre quelle énergie est utilisée pour produire l'électricité. Est-ce que c'est du charbon, du nucléaire, etc. Donc, en effet, c'est bien l'énergie totale. Alors, ensuite, nous avons différentes questions. Voilà. Alors, quel logiciel de gestion de messagerie est le plus sobre? Alors, on a pu justement, il y a une étude de Green IT sur l'impact, l'évolution de l'impact au cours du temps de Outlook et de Microsoft. On a vu que ça avait été multiplié par plus de 150 fois en fait, entre les versions de Windows 98 et les versions de 2020. Donc, en effet, il y a des clients qui sont plus légers. Après, il faut toujours regarder un petit peu le benchmark et surtout comparer par rapport à un usage, aux mêmes usages. On a notamment une tendance qui est peut-être de reporter les calculs côté serveur, ce qui n'est pas forcément une bonne solution non plus. Donc là, pour le coup, il faut justement plutôt solliciter les fournisseurs parce qu'il n'y a pas énormément de chiffres non plus sur le marché. Et donc, c'est intéressant, notamment dans les démarches, si vous en faites en entreprise, d'aller collecter, d'aller questionner vos fournisseurs de services pour qu'ils vous donnent accès à ces données-là. Voilà, la vidéo est enregistrée, pas d'inquiétude. Ok, et donc on a tendance à vouloir dématérialiser nos envois de courrier. Quel est le moyen le plus vertueux, papier ou électronique?
Alors là, il y a diverses études, hein, je vous renverrai à celle-ci. Il y a des chiffres qui existent au niveau de l'ADEME. Il y a des chiffres d'impact. On a pu voir que si on consulte une page ou autre, à un certain temps, ça devient plus impactant que de l'imprimer sur papier. Bon, honnêtement, ce n'est pas vraiment l'essentiel du sujet, hein. La sobriété numérique, on l'a vu, elle porte surtout sur la question des équipements. Et donc, c'est avant tout comment est-ce qu'on allonge la durée de vie, comment est-ce qu'on réduit l'obsolescence des équipements. Donc, par exemple, l'impact d'un logiciel qui va faire ramer, entre guillemets, un ordinateur ou autre, ça va favoriser un renouvellement d'équipement. Et donc, c'est avant tout ça le sujet, plus que comment est-ce qu'on optimise entre les clients mail. Alors, du coup, voilà, il y a quand même cette notion-là qui peut être abordée, mais on va dire que c'est vraiment l'essence de la démarche. Ok, je vois qu'on a un petit peu dépassé le timing, donc je vous propose d'enchaîner si ça vous convient avec le retour de Swazik. Donc, tu peux partager ton écran directement. Ouais, je pense que normalement le partage est en place. Vous me confirmez, c'est bon? Ok, merci. Oui, donc rebonjour. Donc l'objectif là, c'est de faire un retour d'expérience sur le département de Loire-Atlantique. Juste quelques éléments de contexte en introduction. Département de Loire-Atlantique, en fait, c'est une collectivité territoriale de 4500 agents au service des 1 400 000 habitants à peu près du territoire, du département. Et la direction solutions numériques, globalement, c'est 90 agents et 50 à 60 prestataires sous forme de centres de services, notamment sur le volet support et développement. Voilà, j'en dis pas plus sur le volet contexte. Alors, nous, de notre côté, numérique responsable, c'est un sujet qu'on a intégré à notre projet de direction, ça fait déjà quelques temps. Alors, on ne parlait pas forcément de numérique responsable à l'époque, on a intégré ce sujet dès 2018. En fait, notre projet de direction, il couvrait la période 2019-2021, il a été construit en 2018. On le prolonge en 2022 compte tenu du contexte sanitaire. En fait, on avait un axe dédié, alors on ne voit pas forcément très bien là, mais c'était un axe soutenir l'effort écologique avec un certain nombre d'actions qu'on avait imaginées, notamment ce qui a été évoqué dans la partie introductive, le côté mesure de l'empreinte environnementale de notre récit, essayer de trouver un peu des pistes d'économie, voir ce qu'on peut faire au niveau des projets pour évaluer l'empreinte écologique, le volet data center, la valorisation des matériels en fin de vie. Alors voilà, un ensemble d'actions qu'on avait imaginées. Alors évidemment, on n'a pas pu tout conduire. La crise sanitaire ne nous a pas forcément aidé pour le coup. Mais voilà, je vais faire un focus sur quelques actions qu'on a pu déjà mener et puis vers où on va. Alors, la première étape, effectivement, on a fait le choix de mesurer notre empreinte environnementale. Alors, on l'a fait pas tout seul, on a été accompagné, donc en l'occurrence là, des cabinets Webstone et BL Evolution. Je ne vais pas forcément détailler, mais en tout cas, on s'est appuyé sur la méthode d'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire ce qui a été évoqué précédemment par les intervenants de BL Evolution. L'objectif, c'est de bien prendre en compte l'ensemble du cycle de vie, de la partie fabrication, de la phase donc extraction de matières premières qui contribuent à la fabrication des équipements jusqu'à la fin de vie. Et puis, l'intérêt aussi de la méthode d'ACV screening, c'est de prendre en compte plusieurs critères environnementaux, pas uniquement le volet gaz à effet de serre, donc réchauffement climatique, mais vraiment prendre en compte aussi l'épuisement de ressources, la consommation d'énergie primaire et puis la consommation d'eau. Alors, pourquoi ces 4 critères et pas les autres? Parce que côté numérique et mesure d'empreinte environnementale, il n'y a pas forcément une maturité qui permet d'aller sur l'ensemble des autres critères environnementaux d'une ACV complète. Et puis dans le timing imposé par ce type de prestation, ça paraissait pas réaliste. Et après, on a identifié un périmètre. Alors, le périmètre, c'est le système d'information de l'institution. On gère aussi les collèges, mais dans un premier temps, on s'est concentré sur le système d'information de l'institution et on a pris en compte une année de référence, donc toute l'année 2020 pour prendre en compte le cycle de vie.
Alors, je vais très vite aux résultats qui ont été issus de cette étude. En fait, on n'est pas différent des autres. Ce qui ressort, c'est que ça confirme aussi ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit ici que les équipements utilisateurs en violet, c'est eux qui ont la part la plus importante, qui contribuent de la manière la plus importante sur tous les critères. L'autre phénomène, on voit sur la consommation d'eau, notamment le volet impression qui ressort. Donc là, typiquement, c'est le volet notamment consommation de papier. Alors même si on a une politique qui vise à réduire les impressions, dans le périmètre de cette mesure, on a aussi intégré notre centre d'impression numérique. On a un centre d'impression numérique qui produit des impressions en gros volume, ce qui fait qu'on a cette part assez importante. Et puis, sur les data centers, on voit que la part finalement des data centers n'est pas si importante que ça. Alors, elle ressort quand même, notamment sur le volet énergie primaire, mais pour le reste, ce n'est pas ces équipements-là, en tout cas sur le volet fabrication, ce n'est pas eux qui ont l'impact le plus important, parce qu'ils ont une durée d'utilisation plus importante et ils fonctionnent surtout en 24/24, 7/7. Les services externalisés, ils ont une part assez négligeable. Pourquoi aussi? C'est parce qu'on on les a peu pris en compte. En fait, on a peu de recul sur tout ce qui est SaaS et fourniture de données et d'impact environnementaux sur les services SaaS. Donc, en gros, on a uniquement pris en compte Office 365 dans le périmètre. Alors, sur le volet équipement, justement, en fait, un petit focus chez nous, on a déjà une politique d'équipement qu'on juge assez sobre en termes de durée d'utilisation. Là, on a rappelé un peu les durées d'utilisation. Je sais que par rapport à des ABAC qui ont pu nous être fournis, on est plutôt bien placé. Même si ça peut être une piste une piste à étudier, en tout cas dans l'objectif de réduire un peu notre empreinte, que d'essayer d'allonger encore un peu la durée de vie. On a déjà fait des choix aussi un peu plus responsables. Alors, on continue d'aller vers ça, d'appuyer encore ces choix. On avait fait un choix à une époque de fournir PC portables et tablettes à certaines populations chez nous, notamment au niveau de l'encadrement. On bascule vers des PC hybrides fabriqués à base de matériaux recyclés et qui, du coup, intègrent cette fonction tablette. Donc, l'idée, c'est bien de ne pas renouveler ces équipements, ce double équipement, mais de se concentrer sur un seul équipement. On met en place des smartphones double SIM pour permettre à nos agents d'avoir un usage pro et perso. Alors, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est une ouverture qui permet potentiellement de se passer d'un terminal personnel. Et puis, donc, on s'engage. Alors là, c'est au travers aussi de la réglementation qui est arrivée notamment en 2021 avec la loi AGEC et la loi Rennes qui invitent les collectivités notamment à acheter des matériels à base de matériaux recyclés et aussi des matériels reconditionnés. Donc il y a des incitations à hauteur de 20% de matériel à base de matériaux recyclés et à l'intérieur de ces 20%, acheter 20% de matériel reconditionné. Et puis après, il y a tout ce qui est fin de vie. Alors là-dessus, on n'est clairement pas très bon actuellement. On a un marché de D3E qui nous permet effectivement d'envoyer en recyclage, mais on fait par exemple peu de reconditionnement de matériel et peu de dons de matériel. Donc ça, c'est des choses qu'on va explorer aussi. Alors j'avance assez vite. Dans le cadre de cette étude aussi, on a fait des analyses de sensibilité pour voir un peu l'impact de projets chez nous qui peuvent justement impacter à la hausse ou à la baisse notre empreinte environnementale. Donc ça, c'était aussi dans le périmètre de l'étude. Et l'objectif de tout ça, analyse de sensibilité, l'étude de l'empreinte environnementale, ça nous a conduit à élaborer une feuille de route numérique responsable pour les 3 années à venir. On l'a articulé autour de 7 thématiques. Nous, l'objectif, c'est clairement de gagner en autonomie sur la mesure de notre empreinte et de pouvoir l'actualiser régulièrement pour voir justement comment est-ce qu'elle évolue. On a un objectif aussi de stabilisation, voire de baisse de notre empreinte environnementale, justement par des choix à opérer. On veut poursuivre, ce que je vais l'évoquer juste après, mais le volet sensibilisation auprès de nos agents et qui prennent conscience en fait des enjeux du numérique au sein de notre collectivité et les inciter à appliquer des éco-gestes numériques. On veut aussi que le numérique responsable soutenable soit intégré dans les arbitrages et les méthodologies projets
On veut aussi, donc, sur le volet achat, fin de vie, et puis ça a été évoqué aussi tout à l'heure dans le volet introduction, on veut aussi mettre en place une vraie gouvernance autour du sujet numérique responsable, que ça ne repose pas que sur une seule personne et que ce ne soit pas uniquement la direction solutions numériques qui sont en responsabilité là-dessus, mais que ça rejaillisse un peu sur l'ensemble des directions métiers. Alors sur les infras, je vais aller assez vite. On a fait des choix dès 2018 en fait de bascule d'une architecture classique, serveur stockage avec du SAN, vers une infrastructure hyper convergée. Alors à la base, ce n'était pas uniquement pour des questions environnementales, évidemment, mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que le fait de basculer vers ce type d'infrastructure, on libère énormément d'espace dans nos data centers, puisqu'on est passé de 5 baies globalement à une seule baie de stockage. Donc ça permet en termes d'urbanisation, de revoir aussi l'organisation de notre data center. Et puis globalement, on est parti sur des équipements qui ont une consommation énergétique plus faible. Toujours dans ce cadre infrastructure, on a actuellement 2 data centers en propre qui sont distants de 800 mètres, donc ce n'est pas forcément très bon d'un point de vue continuité d'activité en cas de sinistre. Et on a notamment un de nos data centers qui date de 82, donc une salle informatique un peu historique. Donc on a fait le choix en fait depuis 2020 de basculer ce data center, ce vieux data center entre guillemets, de le basculer sur un data center hébergé. Donc ça, c'est un projet qui dure depuis 2 ans, le temps de conduire les études, de mettre en place un marché d'hébergement. Et là, on vient de conclure un marché d'hébergement l'été dernier avec une société qui est implantée donc, sur la région nantaise et qui opère un data center sur alors Carquefou. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est à une quinzaine de kilomètres en gros de notre data center, de notre autre data center. Donc ça nous permet justement d'un point de vue PRA d'être un peu mieux. Et surtout, on va vers un data center, ça faisait partie des critères du marché, avec un PUE beaucoup plus efficace, une efficacité énergétique beaucoup plus importante que notre data center actuel. Et ça va aussi du coup dans le sens de la loi Rennes qui impose d'aller vers des data centers plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et donc, pour la petite histoire, le déménagement est prévu dans quelques semaines. Sur le volet sensibilisation, je ne vais pas forcément m'étendre, mais on a mené depuis 2019 des campagnes de sensibilisation auprès de nos agents. On continue, parce que ça, c'est un sujet, je serais tenté de dire, récurrent. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et donc, on essaye très régulièrement de faire des sensibilisations. On l'a fait de manière ludique, là, autour d'un petit jeu de Trivial Poursuite. On avait été accompagné par le cabinet OM Conseil là-dessus. En 2020, ça a été compliqué, très clairement, mais là, on commence à relancer ce type d'accompagnement, notamment en le proposant au sein des services. On a une rubrique qu'on a mise en place au niveau de notre intranet, justement, pour évoquer le sujet numérique responsable, évoquer l'actualité réglementaire, et puis proposer des éco-gestes numériques à nos agents, que tout un chacun peut appliquer. On a organisé en 2021 plusieurs événements de nettoyage numérique. Alors là, c'est plus sur le volet données, du coup, pour essayer d'avoir un peu plus de sobriété sur nos données, puisque nous, comme à l'échelle nationale, mondiale, la croissance de nos données est assez exponentielle depuis plusieurs années. Donc, on a organisé des petits événements ponctuels en 2021 qui ont quand même permis de supprimer à notre niveau près de 800 gigas de données. C'est quelque chose qui a été plutôt bien perçu auprès des agents parce qu'on en profitait aussi de ces événements pour faire un peu de sensibilisation. Donc, ils ont bien apprécié les événements et le fait d'être acteurs aussi de ces opérations de nettoyage a été plutôt bien perçu. Et là, on est inscrit au Cyber World Cleanup Day, donc l'événement national qui a lieu le 19 mars. Mais en fait, on va mener une semaine du nettoyage numérique, donc du 14 au 18 au niveau de la collectivité. Le numérique responsable, ce n'est pas uniquement le volet environnemental, on a aussi des actions pour rendre le numérique plus inclusif. On a expérimenté notamment du reconditionnement. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas du tout de reconditionnement. On a une expérimentation en cours avec avec plusieurs collèges dans le réseau d'éducation prioritaire, des collèges REP, REP+. L'objectif, c'est de fournir des PC issus de la flotte département qui ont été reconditionnés sur Linux.
de manière à permettre aux familles de pouvoir avoir un équipement et aux collégiens de disposer d'un équipement. On a mis en place des bornes numériques dans les établissements départementaux et solidarité. Donc ça, c'est des établissements qui accueillent ces anciens CMS, les centres médico-sociaux, qui accueillent les usagers. Et donc, l'objectif, c'est de fournir des équipements qui aident aux démarches en ligne, en autonomie ou accompagnés. Et puis, je ne vais pas m'étendre non plus, mais on a aussi tout ce qui tourne autour de l'accessibilité numérique. C'est un chantier qui est en cours chez nous et un projet en cours. Et puis, dernier point, avant de laisser la main, on continue aussi de s'engager dans la démarche numérique responsable. On est signataire de la charte numérique responsable depuis tout début 2022. Ça a été acté par nos élus en fin 2021 et on a procédé à la signature début 2022. Voilà. J'en ai fini, je laisse la main. Merci Swazik pour cette présentation. Et donc, on va enchaîner avec Emmanuel Temkin d'Orange. Oui. Alors, hop, je vais partager. Ça arrêtera l'écran de l'autre. Je vais partager mon écran. Si vous voyez, c'est Zoom, pardon, le PowerPoint. C'est bon? Là, c'est bon, oui. Alors, hop, je vais mettre ici. Donc, merci beaucoup. Alors, en écoutant tout le monde, à chaque fois, je me dis, bon, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Je n'aurai pas le temps, mais en tout cas, à dispo pour répondre à des questions plus tard, évidemment. Donc, moi, je vais faire un focus sur la partie sensibilisation. Avant ça, je vais quand même dire des engagements qu'on a pris côté Orange, puisqu'on veut être carbone neutre. Alors, en tout cas, aller vers la neutralité carbone, parce qu'on ne peut pas être carbone neutre tout seul, mais en tout cas, accompagner voilà, en tant qu'entreprise ce mouvement-là pour être carbone neutre en 2040. On avait un objectif de moins de 30% de réduction par rapport à 2015 sur le scope 1 et 2 pour 2025, qui a été complété l'année dernière par un objectif sur notre scope 3. Donc ça, c'est assez nouveau, de moins 14% par rapport à 2018. Et puis, on a 10% qui est pris en compte dans le plan, dans l'accord d'intéressement. Donc, ça veut dire que c'est un sujet, ça c'est vraiment pour tout le groupe Orange, que ça a été décidé. Alors, je suis désolée, je ne sais pas comment enlever les photos, parce que je pense que vous me voyez. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, si on regarde un peu, si je vous donne des chiffres pour le groupe Orange, quand même, donc c'est tout le groupe, hein, en France, mais aussi à l'international. Donc, on est environ à 8 millions de tonnes de CO2 et vous voyez que la partie scope 1 et 2, elle fait vraiment pas beaucoup par rapport au scope 3. Donc, ce qu'on va avoir dans le scope 1 et 2, donc ça a été travaillé avec Carbone 4. On va avoir évidemment tout ce qui est essence de nos techniciens, de nos vendeurs, même si on essaye de passer aux véhicules électriques, mais bon, il y a cette partie-là. Il y a tout ce qui est chauffage de nos bâtiments. Il y a encore du gaz, du fioul. Il y a tout ce qui est lié à l'électricité. Et ça, c'est notre réseau, justement, pour fournir le réseau de télécom à tous nos clients. Et puis, le scope 3 est bien plus important, où il va y avoir tout ce qui est production de tout ce qu'on vend, de tous nos téléphones portables, toutes les box, les set-top box. Il va y avoir la production de tous les biens immobilisés, du réseau lui-même, du réseau IT, de tous nos bâtiments. Il va y avoir tout ce qui est extraction de l'énergie, les transports en amont, le transport domicile-travail, et puis les missions professionnelles aussi. Et toute la partie usage, donc ça va être typiquement l'électricité pour recharger sa box ou son téléphone portable, même si en France, on a une électricité qui est sur le podium, hein, avec la Suède et la Norvège. On a quand même une partie carbonée. Donc, je regardais les derniers chiffres, on est à 104 grammes de CO2 par kilowattheure. Là. Voilà, par rapport à la Pologne, on a aussi Orange en Pologne, ils sont à 691 grammes par kilowattheure. Donc, en prenant tout ça, voilà nos émissions de carbone. Donc, le focus sur lequel je voulais venir, sachant qu'on a aussi quand même chez Orange toute la partie, j'en parlais juste avant Swazik, d'inclusion numérique. C'est vrai que nous, on fait du don
On a d'ailleurs une plateforme de dons. En écoutant parler, je me disais, on peut vous la passer, hein. C'est une plateforme qu'on a mise en place qui s'appelle réemploi.orange.com, mais qui peut servir à tout le monde. En fait, à chaque fois qu'on déménage, on donne du matériel à des associations. On a aussi plein d'actions sur le numérique responsable qui va jusqu'aux enfants aussi. On a mis en place l'appli 3018 pour cyberharcèlement, qui est sortie il y a quelques semaines. Alors, ce qu'on voulait faire sur la partie numérique responsable, on a mis au point toute une calculette pour que les gens, justement les salariés, comprennent quel était leur impact global environnemental en tant que salarié et puis en tant que citoyen, on va dire, vie pro et vie perso. Mais on avait énormément de questions sur la partie numérique. Et comme j'ai vu un peu dans le fil des questions, si on prend les premières actions, c'était un peu toujours la même chose, les mails. Et puis, j'étais contente d'entendre Maëlle dire, bah non, les mails, c'est pas forcément le sujet. Donc, on a travaillé ça avec... donc, c'est un outil qui existe. Il y a un kit aussi numérique responsable. On a travaillé ça en licence Creative Commons avec la startup Mon Atelier Éco-Frugal. Tout ça pour vous dire que vous pouvez l'utiliser. Donc, nous, on fait des ateliers. Là, je vais vous montrer l'outil qui permet d'animer ces ateliers. Mais si vous voulez organiser des ateliers et prendre le kit numérique responsable, vous faites kit éco-frugal numérique responsable. Je pense que le lien, on peut le mettre peut-être dans le chat. Voilà, il est à disposition si vous voulez utiliser ça. C'est comme les ateliers zéro déchet. Donc, on a travaillé avec la startup Mon Atelier Éco-Frugal.fr. Donc, comment ça se passe? Donc, on s'inscrit. Le but, c'est... alors, on n'est pas obligé de mettre un mail. Bon, je peux mettre tout tata. L'idée, c'est si vous avez une bonne idée, un super plan. Tout à l'heure, il y a des gens qui disaient quel est je sais pas, comment est-ce qu'on peut avoir des PC aussi qui soient comme les Fairphone, ou quelle est la meilleure messagerie. Bah, si vous connaissez ça et que vous voulez être contacté, vous pouvez donner votre mail. Mais en gros, il va y avoir 2 parties dans l'atelier. Et donc, vous avez 11 thèmes sur la partie matérielle, parce que la partie matérielle, c'est vraiment la plus impactante. Et ensuite, 11 thèmes sur la partie usage. Donc, si on regarde ces 11 thèmes, le premier, ça va être « je prends soin de mon matériel ». Pour faire durer son matériel, le premier truc, c'est comment est-ce qu'on en prend soin. Ensuite, j'optimise mes équipements. On disait qu'il y avait 11 objets connectés. Alors, tu parlais du nombre d'écrans. Je pense que moi, comme je suis à 0, je vais baisser la moyenne chez moi. Mais donc, effectivement, comment est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont redondantes. Ensuite, comment est-ce qu'on va réutiliser, hein. Le premier truc du c'est déjà de refuser l'achat du neuf, mais ensuite de réutiliser. Comment est-ce qu'on va faire réparer soi-même si on ne sait pas réparer soi-même, comment est-ce qu'on va faire réparer son matériel. Le de refuser le superflu, hein, est-ce qu'on est vraiment obligé d'acheter le nouveau gadget qui vient de sortir. Comment est-ce que je récupère et comment est-ce que je donne, sachant que c'est toujours plus facile dans cette fonction de don. En fait, c'est comme pour les habits. Il y a beaucoup plus de gens qui vont donner des habits plutôt que eux-mêmes acheter des habits déjà portés. Je pense que sur le numérique, c'est la même chose. Donc, bah, voilà, je fais la pub pour le reconditionner aussi. Moi, j'ai un téléphone pro reconditionné et donc on fait ça aussi chez Orange pour les clients pro comme pour le grand public. Alors ensuite, j'arrive même plus à lire. Je choisis mes équipements en fonction de mes besoins. Donc si on a vraiment, voilà, c'est toujours un peu dans le refuser le superflu. J'achète d'occasion au reconditionné, je viens d'en parler. Je loue plutôt qu'acheter, donc carrément un nouveau business model. Et je prends en compte les critères environnementaux pour mes achats. C'est aussi ce que disait Swazik, hein, à chaque fois qu'on va avoir une décision au niveau de l'entreprise, on essaye de prendre les critères environnementaux, mais aussi perso, est-ce qu'on peut prendre ça en compte? Si on regarde la partie usage, donc il y a je me connecte via le réseau le moins impactant. Ça, c'est peut-être le premier truc, le premier conseil qu'on donne côté Orange, hein. Si vous vous connectez avec du LAN, donc un réseau fixe, vous allez consommer beaucoup moins qu'avec... même en Wi-Fi, vous allez consommer 15 fois moins qu'en 3G et 25 fois moins qu'en 4G. Donc, il faut vraiment privilégier le Wi-Fi. J'imprime moins mieux. Ça, avec le confinement, généralement,
ça a carrément baissé. Donc, à chaque fois, enfin, je vais vous montrer comment ça marche, mais ça, c'est des thèmes. Et quand on fait un atelier, soit on a le temps de passer tous les thèmes, il faut faire un atelier qui dure assez de temps, soit généralement, pour que ce soit plus vivant, on fait voter les participants pour qu'ils nous disent « moi, je préfère tel thème plutôt que tel autre ». Alors, ils ne sont pas classés par ordre d'impact, mais on pourrait, et vous voyez, là, on parlait des courriels en 4, j'envoie moins de mails et je réduis aussi le nombre d'emails reçus pour vous donner quand même quelques chiffres, parce que souvent on se focalise là-dessus. Donc, le stockage d'un mail par an sur un serveur, il est à 0,49 Wh. Donc, si je prends l'équivalent gramme de CO2 par rapport au kilowattheure en France, je suis à 0,05 grammes de CO2, donc le stockage d'un an d'un mail sur un serveur. Et si j'étais en Pologne, je serais à 0,33 grammes de CO2. Comparé avec, si je mange un steak, je suis plutôt à 5 kilos. Donc voilà, c'est pour mettre un peu, et ça c'est pour un an. Si c'est un stockage d'un mail sur mon propre PC, donc dormant sur ma boîte mail sur mon PC, je suis à 0,00012 grammes de CO2 en France et 0,00082 grammes de CO2 en Pologne. Et si je prends une boîte mail de 1 giga sur un serveur, donc gardée pendant un an, je suis à 416 grammes de CO2 en France, 2 kilos, donc là je suis au demi-steak pour la Pologne, et puis pour la partie sur son propre poste de travail, à 0,25 grammes de CO2 pour donc, le stockage d'une boîte de mail d'1 gigaoctet par an, donc 0,25 grammes en France et 1,66 g en Pologne. Bon voilà, c'est pour vous redonner des ordres de grandeur, parce que je pense qu'on focalise énormément sur les mails. Et c'est comme si je disais, moi, je vais faire un régime de 3 kilos et je vais manger un grain de riz en moins et super. Donc, comment ça se passe? Quand on fait l'atelier, vous pouvez éditer les données de tout le monde. Et voilà, on va poser des petites questions qui donnent aussi justement des bonnes comment dire, des bonnes pratiques. Donc, par exemple, le premier atelier, je prends soin de mon matériel. Il y a un petit quiz au départ pour que tout le monde participe, se réveille. Et on se dit ensuite, est-ce que vous utilisez des protections anti-choc? Donc, oui, non. Est-ce que vous nettoyez régulièrement vos équipements? Est-ce que vous faites durer la batterie de votre matériel? Vous savez que pour les téléphones, il y a un petit, notamment pour les iPhones, il faut essayer de rester entre 20 et 80 de votre batterie, pas descendre en dessous de 20 et pas de monter au-dessus de 80. C'est comme ça que ça va durer le plus longtemps. Avez-vous le réflexe de débrancher votre box par temps d'orage? Protégez-vous votre téléphone ou votre PC de l'eau? Utilisez-vous un antivol, un système de traçage anti-perte, marquage de vos équipements numériques? Donc voilà, ça c'est un exemple parmi les 22 ateliers. Je ne sais pas où j'en suis de mon timing. Il reste 2-3 minutes, Emmanuel. Il reste 2-3 minutes, donc c'est parfait. Donc voilà, donc vous êtes vraiment les bienvenus pour participer à des ateliers numériques responsables qu'on fait chez Orange, qui sont ouverts à tout le monde, pour nous demander en tant que collectivité de vous en organiser pour vous approprier vous-même le kit numérique responsable. Donc voilà, c'est un petit site web qui a été développé, les gens peuvent donner leur bon plan. Voilà, et puis on peut liker les bons plans des autres. Et donc, comme il me reste 2 minutes tout à l'heure, et ça, c'est un travail qu'on a fait avec BL Evolution, on parlait aussi de l'IT for Green. Donc, c'est vrai, le numérique, ça fait 4% des émissions de gaz à effet de serre, ça augmente de 8% par an, comme l'a dit Sylvain. Donc, on peut arriver jusqu'à bientôt, enfin 2025, justement à 8%. Mais ça veut dire que derrière, il y a quand même d'autres secteurs, ça fait entre 92-96% des secteurs qui ne sont pas le secteur du numérique, et on se dit, il y a peut-être quelque chose où le numérique peut aider. Donc, c'est un peu l'IT for Green. Alors, évidemment, c'est ce qu'on a vu avec le confinement. Dès que le numérique remplace les transports en termes, donc j'ai bien vu pour la partie abiotique, c'est pas ça, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça va vous faire gagner des choses. Donc, comme je vous l'avais dit, on a proposé à nos salariés des calculettes individuelles pour qu'en tant que salariés, ils aient leurs infos, en faisant évidemment un focus sur tous les chiffres de mail, de numérique, enfin tout ce que je vous ai donné, qui sont des chiffres Orange sur nos réseaux.
en faisant un focus là-dessus, on permet à chacune de nos entités d'avoir accès à leur consommation de CO2 aussi. On a un questionnaire éco-conception pour se lancer dans l'éco-conception. Et puis la calculette entreprise, justement, qui a été travaillée avec BL Evolution. Comment ça marche? En gros, c'est l'idée, vous êtes un vendeur orange, donc là, vous vous mettez dans la peau du vendeur orange et vous voyez votre entreprise, vous dites combien est-ce que vous êtes de salariés et ensuite, est-ce que vous faites du télétravail, combien de jours par semaine? Donc là, vous pouvez changer toutes les données, est-ce que les gens viennent en voiture, en transport en commun, soit vous les connaissez, soit vous ne les connaissez pas. Et dans ce cas-là, on prend les données de l'INSEE qui sont des moyennes et en gros, on va pouvoir voir alors toutes les solutions d'Orange qui permettent le télétravail. C'est évident que alors moi, j'ai une équipe qui m'a dit, mais non, on vient tous à vélo à Nantes. Bon, bah, effectivement, dans la calculette, quand tout le monde vient à vélo, le fait de faire une vidéo à distance, ça va émettre plus de carbone que le fait de venir à vélo et de faire la réunion en présentiel. Mais bon, c'est une équipe assez spéciale. La plupart des gens ne sont pas aussi cyclistes, autant cyclistes. Donc, généralement, tout ce qui permet le travail à distance, dès qu'il y a quelqu'un qui va prendre sa voiture, en gros, pour aller faire une réunion, bah, ça écrase le bilan carbone, même si on fait de la vidéo, évidemment. Si on fait que de l'audio, ça va faire moins d'émissions de gaz à effet de serre encore. Tout ce qui est offre océan, ça va être mettre des cartes de SIM dans la gestion de flotte de véhicules. Donc, on peut évidemment faire de l'optimisation, de l'éco-conduite aussi. Tout ce qui va être dématérialisation. Tout à l'heure, il y avait une question sur les fiches de paye et choses comme ça. C'est pas, ça fait pas énormément enfin, il faut faire des calculs, effectivement. Donc là, on a fait les calculs pour prendre ça en compte, mais souvent, c'est quand même assez équivalent. Et si vous êtes longtemps, enfin, si vous lisez un document très longtemps, il faut mieux le lire sur du papier. Alors ensuite, le papier, ça va pas faire de gaz à effet de serre tout de suite, c'est plutôt il y a d'autres impacts environnementaux, mais c'est plutôt un puits de carbone. Offre de cloud public permettant donc tout ce qui est cloud, tout à l'heure on en parlait, bah, ça permet quand même généralement avec plutôt que d'avoir un serveur chez soi, ça permet de mutualiser aussi. Et puis comme on a nous un serveur avec un bon PIE inférieur à 1,3, du coup ça permet aussi d'être meilleur là-dessus. Et puis donc nos serveurs, pour avoir un bon PIE, ça marche avec du air cooling. Hein. Donc en gros, la ventilation, au lieu que ce soit une ventilation encore électrique, ils sont en Normandie. Donc, je suis normande, c'est pour ça que je dis ça. Mais avec le bon temps en Normandie, ça permet d'avoir une ventilation qui vient directement de l'extérieur. Et puis évidemment, tout ce qui est Orange reprise. Donc on reprend les téléphones. Sachant qu'il y a un double effet là-dessus, c'est-à-dire qu'avec les ressources naturelles, ça va devenir de plus en plus difficile. On a parfois de la difficulté justement à proposer du reconditionné. Donc, c'est vraiment important de récupérer le matériel pour pouvoir faire d'autres choses. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le recyclage. C'est pas non plus la panacée, hein. C'est-à-dire qu'on ne recycle pas forcément tout. Dans la façon dont c'est fait les objets, surtout les objets connectés, donc s'ils ne sont pas éco-conçus dès le départ, on ne peut pas tout recycler. Et puis voilà, ce que ça donne comme résultat. Donc en fonction de ce que vous avez coché, donc là on avait pris pour 250 salariés qui venaient 4 jours par mois en télétravail, on peut faire avec les moyennes de l'INSEE, voir le nombre de carbone évité grâce au télétravail, grâce aux solutions. Voilà, avec la méthode quanti-GES de l'ADEME. Merci beaucoup Emmanuel pour ce retour. En effet, il y a eu pas mal de questions à la fois sur l'intervention d'Orange et du conseil départemental. On les traitera juste après la dernière intervention de Télécope. Donc, je vais partager. Voilà.
Pierre Paco. Eh ben, merci. Donc, je vais compléter cette très, très belle présentation peut-être avec un angle un petit peu différent, puisque Télécope, je représente rapidement, parce qu'on est moins connu quand même que d'autres. C'est un opérateur télécom coopératif, organisé sous format de société coopérative d'intérêt collectif, qui existe depuis moins de 2 ans. Donc, on est tout jeune. Et l'entreprise, elle a démarré en se posant la question de constat sur l'ensemble des choses qui ont déjà été dites, donc je ne vais pas revenir dessus, mais comment est-ce qu'on peut aligner les propositions d'une entreprise dans le secteur des opérateurs télécoms qui en fait sont la porte d'entrée vers le numérique pour chacun d'entre nous. Évidemment, l'opérateur télécom, c'est celui qui donne accès à l'univers des services numériques. Et du coup, si on se posait une minute en disant, mais voilà, si on pouvait inventer un modèle différent, si on pouvait essayer de s'aligner, de créer une entreprise qui est résistante, résiliente et qui se prépare et qui prend en compte dès sa création statutairement la rareté des ressources dont on vient de parler ensemble et prépare un modèle économique, aligne son modèle économique avec la transition nécessaire pour qu'on puisse continuer à préserver les ressources de notre planète, à quoi ça ressemblerait? Voilà. Donc ça, c'est l'angle de base. Et dans un secteur où finalement, les constats qu'on a pu faire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de valeur qui pouvait être donnée de façon directe à cette ressource, parce qu'on est dans une activité avec une logique quand même qui tend vers le tout illimité, sur les offres un peu grand public, mais aussi, je pense, dans le secteur de l'entreprise, avec des forfaits qui ne valorisaient pas forcément la quantité, puisqu'on voit que ça augmente constamment. Les forfaits, par exemple, de téléphonie mobile, 50 gigas, 100 gigas. Maintenant, bon, il y a des choses qui vont même au-delà aujourd'hui. Et puis aussi cette dynamique de renouvellement très régulier du matériel, d'innovation, d'effets rebond. Alors, on s'est créé, nous aussi, en plein milieu du début de la crise sanitaire, et puis aussi au moment des débats, beaucoup de débats qu'il y avait sur les effets rebonds de la 5G aussi également, notamment sur les terminaux, les téléphones, les smartphones, de dire bon, bah, la 5G, peut-être qu'effectivement elle peut avoir dans certains, et maintenant c'est démontré tout à fait, qu'il y a une efficacité énergétique d'un certain côté de cette technologie, d'un point de vue purement technologique, mais que d'autre part dans la société, ça allait générer l'achat et le renouvellement de milliards de smartphones. Et du coup, vu que tout ce qui vient d'être dit, je ne reviens pas dessus, mais vous comprenez bien que du coup, un gain d'efficacité énergétique d'un côté sur une technologie et un effet rebond qui vient augmenter de façon drastique les nouveaux équipements nécessaires pour utiliser cette nouvelle technologie, et étant donné que 80% de l'impact est dans les terminaux, on voit bien qu'il y avait quelque chose un petit peu de systémique dans la réflexion. Et je pense que c'est ce que Télécope aujourd'hui essaye d'amener. Donc cette réflexion un petit peu plus systémique de comment est-ce qu'on pourrait créer une offre de service conçue et portée par une entreprise qui intègre un maximum de ces éléments. Donc c'est un petit peu ce que j'essaie de vous dire ici. Du coup, pour le faire, l'idée évidemment c'était d'impliquer dès le départ l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par ce projet, et en particulier les consommateurs, les utilisateurs. Donc on a démarré notre projet sur une offre à destination du grand public, mais on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure que ça c'est en train de s'étendre. Il y a énormément d'intérêt de l'ensemble des acteurs, puisqu'en fait ça concerne tout le monde, notre connexion Internet. Du coup, le message et l'idée, c'est dans cette approche à 360 degrés, c'est de considérer la SIC, c'est une forme d'entreprise, c'est une forme d'entreprise qui est peut-être la plus proche sur le spectre des entreprises de ce qui pourrait être une entreprise d'intérêt général, même si on n'est pas une entreprise d'intérêt général, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup du part des parties prenantes et de son aspect de lucrativité limitée. C'est-à-dire que statutairement, l'objectif de Télécope n'est pas la recherche du profit, comme peut-être 99% des entreprises en France, mais la recherche de l'impact et de la transformation écologique et sociale en France. Donc c'est vraiment important, puisque
comme on est dans la recherche d'une dynamique de changement systémique, il faut que ça puisse également aller jusqu'à même les objectifs portés par l'entreprise. C'est un petit peu ce que j'essaie de représenter ici. Le financement du développement de l'activité est faite à l'aide de capital social citoyen. Hein, c'est important aussi, c'est-à-dire que les citoyens, et maintenant aujourd'hui on a des entreprises aussi qui rentrent dans le capital et des collectivités qui ont aussi la possibilité de rentrer dans le capital d'une société d'intérêt collectif comme Télécom, qui commencent à s'intéresser au projet, parce que c'est une façon de grandir qui est peut-être différente de celle qu'on peut constater dans le monde des startups notamment, qui viennent finalement lever des montants de capitaux énormes et qui prennent peut-être des risques d'une façon assez différente que lorsque c'est une croissance liée au capital des citoyens qui viennent s'impliquer aussi dans l'évolution du projet. Donc c'est quand même un aspect important. Le multisociétariat que j'ai ajouté ici sur le slide, il est aussi essentiel puisque les grands choix stratégiques de l'entreprise sont décidés par un ensemble d'acteurs qui font partie de différentes catégories de sociétaires. Donc, il y a évidemment les utilisateurs des services, les abonnés, mais il y a aussi les salariés, comme dans une coopérative un peu plus traditionnelle, hein, que vous connaissez peut-être, il y en a beaucoup dans le secteur agricole notamment. Et puis, il y a aussi les partenaires, donc des gens avec qui on développe notamment beaucoup de programmes d'ateliers, de sensibilisation, aujourd'hui, l'entreprise Common, que vous connaissez peut-être, qui fait de la location de Fairphone notamment, mais pas que. Aussi, j'en profite pour répondre à une des questions qui avait été posée. Il loue des ordinateurs portables de la marque WHY, qui est une alternative très intéressante pour ceux qui veulent essayer de conserver les ordinateurs portables le plus longtemps possible. Et puis, tout ce qu'on porte là, on souhaite aussi que ça puisse toucher un plus grand nombre, et y compris d'autres acteurs du secteur qui peuvent être d'un point de vue économique des concurrents, mais en fait, en réalité, on est ensemble dans cette dynamique, et c'est pour ça que notre livret d'action que vous voyez ici, il est public sur notre site internet, et il regroupe un certain nombre de choses. Il y a à peu près 60 pages, hein, mais vous pouvez aller le télécharger sur telecom.fr, qui regroupe un certain nombre de propositions très concrètes pour transformer le secteur des télécoms en France et aussi un petit peu au-delà. Parce qu'aujourd'hui, cette dynamique qu'on porte en France en tant qu'opérateur télécom coopératif, elle existe dans d'autres pays européens. Donc il y a aussi une dimension qui va au-delà de notre territoire français. Là, je passe à droite du slide. Je le redis, on a aussi signé la charte de l'INR, donc je suis content que ça ait déjà été mentionné, je ne reviens pas dessus, mais c'est fondamental, parce que pour que le changement soit systémique et au cœur même du modèle économique de l'entreprise, c'est important que ces engagements ils soient transparents, qu'ils soient consultables, publics, et que chacun puisse aussi nous faire des rappels à l'ordre parmi nos sociétaires, de dire bah, on a bien signé cette charte-là, voici les engagements qu'on a pris également dans nos modes de fonctionnement, les outils qu'on sélectionne, le lieu où on héberge les données de nos abonnés. Voilà, tout ce type de sujets-là, ils sont importants aussi pour montrer une forme d'exemplarité. Évidemment, l'idée, c'est pas non plus on reste une entreprise, donc il faut quand même que tout fonctionne. Du coup, c'est aussi aller expérimenter, notamment, par exemple, dans le domaine de l'open source et du libre, les solutions qui peuvent être des alternatives aux GAFAM. On fait aussi beaucoup de travail sur ces sujets-là, et je pense que ça fait partie de l'enveloppe générale du numérique responsable, d'aller aussi explorer des nouveaux domaines sur ces sujets-là. Après, sur l'offre de services en tant que tel, et on peut aller au dernier slide, Maël, merci. Du coup, leur spécificité, alors je vais parler de la première, c'est l'offre mobile sobriété, c'est aujourd'hui la seule qui est en fait disponible. Les autres, c'est de prospectif. Donc l'offre mobile sobriété, l'idée, c'est de proposer un forfait mobile qui va inciter à la réflexion sur notre usage du numérique. Et pour faire ça, quoi de mieux que de relier la consommation de données mobiles au porte-monnaie? Parce que ça a été quelque chose qui a remonté dans l'ensemble des consultations qu'on a pu mener avec nos sociétaires pour créer cette offre. C'est en fait, il faut donner une réalité économique
à la ressource numérique, parce que tant qu'on n'arrive pas à faire un lien direct entre l'usage de cette ressource et l'impact qui est réel derrière et bien physique, mais un peu caché quand même à travers les offres du marché actuel, on n'arrivera pas à avoir une prise de conscience suffisamment forte. Et du coup, c'est un petit peu ça qu'aujourd'hui qui transparaît dans notre forfait. Donc le forfait mobile, aujourd'hui, on le propose à des particuliers, il y a environ 4000 abonnés, mais aussi on commence à avoir des entreprises qui sont très intéressées par ce modèle parce que c'est une façon de commencer aussi un engagement avec les collaborateurs dans une entreprise, dans une association, dans un groupe d'individus, parce que finalement, ça nous touche tous au quotidien. Et donc, le modèle, c'est, nous, aujourd'hui, on est sur un modèle où c'est 2 €. On a donné une valeur au giga consommé de téléphonie mobile. Donc, c'est 2 € par giga, en plus d'un forfait de base qui comprend pour 10 € les appels et les SMS. Et autour de ça, on construit tout un écosystème d'outils, de vidéos, d'ateliers, de recommandations. On en a déjà vu un certain nombre d'exemples dans les précédentes présentations. Je ne reviens pas dessus, mais je pense qu'effectivement, l'aspect sensibilisation, il est essentiel avant de pouvoir passer l'étape d'après. Donc, pour nous, les étapes d'après, c'est de continuer à développer d'autres offres qui sont conçues de la même manière, c'est-à-dire conçues avec les utilisateurs et avec pour objectif de reprendre en main sa vie numérique vis-à-vis de la transition écologique. Du coup, sur l'allongement de la durée de vie des téléphones, on a vu que c'était un sujet essentiel. On l'a vu dans les indicateurs précédents. Aujourd'hui, il faut bouleverser, pour nous, le parti pris, c'est de bouleverser le modèle économique qui est celui de la subvention du renouvellement et de le reporter sur l'accompagnement à la réparation et à l'allongement de la durée de vie du téléphone, même si sans réparation, c'est encore mieux, on l'a dit aussi. Donc, notre modèle économique aujourd'hui va pouvoir inclure un mode d'encouragement financier, un soutien financier à l'allongement de la durée de vie de nos abonnés. Je pense que ça n'existe pas encore, enfin en tout cas nous on n'a pas vu ça, et peut-être que chez d'autres acteurs il y a des réflexions en cours, d'ailleurs j'espère, parce que c'est vraiment là je pense qu'on va pouvoir avoir un impact très fort. On a vu que c'était sur ce sujet-là qu'il fallait travailler tous ensemble pour réduire notre impact autour de l'usage du numérique. Et puis, quelques mots sur notre Off Mobile Pro. J'en ai déjà dit quelques mots, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça puisse être pour des petites structures qui n'ont pas forcément tous les moyens des grosses PME ou des plus grosses multinationales, de commencer à poser quelques bases de numérique responsable. On pense que le forfait Télécope, ça peut être un moyen d'initier cette démarche. Du coup, l'idée, c'est de donner, d'inclure dans les forfaits des ateliers. Enfin voilà, Emmanuel en a déjà montré certains exemples d'outils qui existent et tant mieux, c'est super. Et puis, une offre fibre aussi, parce qu'au final, on a vu la fourniture d'accès Internet au domicile, le Wi-Fi, c'est moins consommateur en termes d'impact que la 4G notamment, et du coup il faut aussi qu'on puisse aller se positionner sur ce sujet-là pour développer aussi des écosystèmes locaux de réparation, de réutilisation des box et de partage, pour que le numérique ça soit un commun et qu'on puisse sortir aussi de l'individualisme dans la connexion. Et notre ambition, elle est là, elle est d'utiliser aujourd'hui notre présence territoriale à travers l'ensemble des sociétaires de Télécope pour créer des hubs, un tissu local de personnes qui peuvent renforcer la résilience sur l'accès au numérique. Voilà, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vais m'arrêter ici, mais je pense que c'est intéressant d'ouvrir aussi ces quelques pistes complémentaires. Merci beaucoup Pierre, et merci beaucoup plus globalement à tous les trois pour vos interventions. Donc, on l'a vu, hein, du public au privé en passant par les coopératives, tout le monde peut s'impliquer dans ces démarches de sobriété numérique. L'essentiel du sujet, on l'aura bien compris, ce sont notamment les équipements, hein, que nous utilisons au quotidien. Combien on en a par personne? Est-ce qu'on peut les faire durer plus longtemps?
Si on est plutôt du point de vue concepteur, comment est-ce qu'on ne favorise pas l'obsolescence? Comment est-ce qu'on construit des services qui vont développer cette sobriété par défaut? Et en entreprise, en collectivité, comment est-ce qu'on peut changer les politiques de gestion d'équipement? Comment est-ce qu'on peut diffuser cette culture numérique responsable? Voilà, et donc pour inverser les courbes qu'on a citées, tout l'écosystème numérique, toute la chaîne, utilisateurs, gestionnaires de réseau, fournisseurs de services, doit s'activer justement afin de limiter les conséquences sur l'écosystème terrestre. Nous allons donc à présent prendre différentes questions. Il y en avait une pour commencer, Swazik, sur savoir comment s'étaient organisés les ateliers collectifs de nettoyage numérique. Comment ça s'était passé? Oui, alors les ateliers collectifs de nettoyage numérique, alors 2021, on a dû aussi faire encore, malheureusement, avec le contexte sanitaire. On s'est appuyé clairement sur, on a fait ça à distance. La manière dont on les a opérés, c'est que moi, je me suis appuyé aussi sur les ressources que j'ai évoquées, le Cyber World Cleanup Day. En fait, vous pouvez aller voir sur leur site. Ils mettent à disposition un certain nombre de documents, de modes opératoires pour conduire ce genre d'événement. Moi, je m'en suis inspiré, mais après, on a refait des modes opératoires très didactiques chez nous et adaptés à notre contexte. Un mode opératoire qui permettait notamment d'aller jusqu'au comment nettoyer sa messagerie, donc la manière de trier, et puis surtout la manière dans ces événements où l'objectif c'était aussi de quantifier comment est-ce qu'ils pouvaient mesurer l'avant-après au niveau de leur messagerie. On a fait la même chose sur les serveurs de fichiers, on a fait la même chose sur notre plateforme de partage de fichiers. Donc on a adapté des modes opératoires à notre contexte. On les a mis à disposition. L'organisation, c'est un événement Teams de 2 heures. On passait une demi-heure de sensibilisation, vraiment sur les enjeux du numérique responsable, justement pour introduire le sujet. Et ensuite, l'heure et demie suivante, c'était les 3 ateliers qui s'enchaînaient. L'objectif, c'est qu'on était, nous, avec quelques collègues en animation, en soutien. S'il y avait des questions de poser, justement, on présentait les modes opératoires dans la première partie. Et ensuite, on déroulait, premier atelier sur la messagerie, deuxième sur les serveurs de fichiers, troisième sur la plateforme de partage. Et on restait disponible pendant les ateliers au travers du chat pour répondre aux difficultés éventuelles des agents. La difficulté chez nous, c'est qu'on a une population d'agents, donc je disais tout à l'heure 4500 agents. Malheureusement, on a une hétérogénéité importante sur la maîtrise du numérique de par les métiers exercés par les agents. Donc il faut qu'on compose avec des personnes qui sont très familières dans l'environnement numérique et d'autres qui le sont beaucoup moins dans ce genre d'atelier. Donc c'est ça qui était peut-être le moins facile à gérer. Et là, sur la semaine de nettoyage que j'ai évoquée tout à l'heure, on va l'opérer un peu différemment. On va sans doute faire un événement introductif le lundi pour ensuite laisser la main à nos agents pendant toute la semaine pour faire le nettoyage avec des rappels dans la semaine, des événements intermédiaires dans la semaine pour les remotiver et les relancer. Et en fait, on faisait le quantitatif sur la base d'une enquête déclarative à la fin de l'événement. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à votre question. Merci beaucoup. On enchaîne avec une question pour Emmanuel. Il y en a eu plusieurs, mais on va dire celle sur le bilan carbone notamment, savoir un petit peu si vous connaissez la proportion des estimations qui est réalisée à partir de flux physiques. C'est vrai qu'il y avait eu par rapport au flux financier, c'est vrai qu'on a parlé de ratio monétaire tout à l'heure. Alors c'est exactement, ouais, tout à fait. Les 1 et 2, c'est parfaitement par rapport à des flux physiques. Et justement, on est en train de refaire un calcul de scope 3 là pour cette année pour être beaucoup plus sur des flux physiques que financiers. Je ne sais pas si ça correspond. En tout cas, pour l'instant, je pense que c'était un calcul de carbone 4 où il y avait non, j'ai pas le rapport, mais bon. En tout cas, on est en train d'en refaire un cette année pour être encore plus sur les flux physiques. Très bien. Et une question pour Télécop aussi, savoir un petit peu parmi vos retours utilisateurs, enfin, quels sont les retours utilisateurs en fait? Est-ce que ils vous indiquent que ça leur a permis d'accélérer la sobriété numérique? Quels sont les premiers retours là sur l'utilisation? Les retours utilisateurs,
Ils sont globalement très. Il y a deux choses qui ressortent. Il y a le côté très humain de la structure, puisque c'est vrai que du coup, le côté sobre, on l'applique aussi du coup à nos systèmes de traitement de nos clients et on favorise l'humain, quoi. Donc en fait, ça c'est un premier retour qui est important, c'est que ça fait ressortir un contact qui est peut-être plus direct entre personnes sur un accompagnement, sur tous ces aspects-là, sur lesquels peut-être que dans d'autres types de structures, il y a un peu plus, il y a un peu moins de ce côté-là de présence, de parler à quelqu'un, qui est devenu plus compliqué parce qu'on cherche aussi les optimisations, etc. Donc ça, c'est une première chose qui ressort assez fortement et du coup qu'on va continuer à faire vivre et sur lesquelles je pense qu'il y a beaucoup de pistes d'innovation sur lesquelles on réfléchit aujourd'hui. Et puis le deuxième sur l'aspect sobriété, c'est que finalement, je ne m'étais jamais rendu compte que c'était un sujet sur lequel, en fait, ça avait un impact sur bien plus bien plus de choses que je ne pensais dans ma vie. C'est-à-dire qu'en réalité, là, je parle des particuliers, notamment, c'est déjà la prise de conscience de sa consommation de téléphonie mobile. Elle ne peut pas exister dans le cadre d'un forfait, par exemple, je dis n'importe quoi, 50 gigas. Parce que finalement, même s'il n'en consomme que 1, on ne fait pas attention à quelque chose qu'on n'a pas besoin de compter, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est un petit peu comme l'eau au robinet ou l'électricité à la maison. Si on payait des forfaits pour l'électricité, on ferait peut-être moins attention à la façon dont on l'utilise. Et donc cette prise de conscience-là, là c'est unanime. C'est quelque chose qui réveille, qui ouvre les yeux vers un nouveau champ qui était inexistant, qui était invisible. Et du coup, voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, il y a une grande majorité des personnes qui, du coup, ça se reporte aussi sur leur usage en termes de temps d'écran, en termes aussi d'application, parce qu'on sait qu'il y a aussi des phénomènes addictifs aujourd'hui qui est un problème de plus en plus important sur le temps qu'on passe devant des écrans. Et ça concerne toutes les tranches de la population et toutes les tranches d'âge. Du coup, ça ramène des sujets de société dans la réflexion sur l'impact écologique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment aussi on arrive à faire converger, j'aime bien l'expression, hein, désolé, mais fin du monde et fin du mois, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort fortement et je pense que c'est un des enjeux de toutes nos initiatives. C'est vraiment de réussir à dépasser la simple idée de contrainte écologique, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question pour Swazik. Le projet décrit semblait assez ambitieux et donc il y a une question sur l'investissement réalisé par la collectivité. Est-ce qu'il y avait un retour sur investissement espéré? Est-ce que c'était aussi sous les notions, l'angle financier qu'avait été abordé le projet? Alors non, très clairement, le projet n'a pas été abordé sous l'angle financier. À l'heure actuelle, effectivement, on a quand même fait beaucoup avec nos ressources internes. Alors effectivement, on a pris aussi des prestations externes, notamment pour la mesure de l'empreinte, et puis un peu de consulting par ailleurs. Mais non, pour l'instant, c'est clair que sur le volet économique, on n'a pas du tout fait on l'a pas du tout fait dans un objectif de retour sur investissement. L'objectif, c'est plutôt, c'est clairement, oui, avoir une maîtrise déjà avoir un état de notre empreinte environnementale et puis essayer de mieux la maîtriser en faisant des choix, justement, que ce soit sur les terminaux ou des choix par rapport à des projets qu'on lance ou qu'on ne lance pas. Mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Et pour enchaîner avec Orange, il y avait quelques questions sur les aspects de stratégie, de scope 3, etc. J'ai vu que ça a été répondu directement. Est-ce que peut-être compléter à l'oral ces notions-là sur comment elles ont été définies, ces ambitions? Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de remerciements aussi sur la partie kit de sensibilisation. Alors, comment est-ce qu'elles ont été faites, les ambitions de Scope 3? En fait, je ne suis pas sûre de pouvoir vous répondre parce que chez Orange, ça paraît... On aime beaucoup à être à 100% sur la RSE, et donc du coup, moi, je suis plus sur mon domaine que globalement. Mais j'ai bien vu effectivement les 14%. C'est un premier pas, hein, c'est la première fois qu'il y a un objectif affiché dans le Scope 3.
On a commencé à faire beaucoup de travail alors, de l'éco-conception aussi, parce que tous nos produits et services sous marque Orange doivent être 100% éco-conçus en 2025. Donc, ça, normalement, toute la partie, en tout cas, fabrication de ce qu'on vend sous marque Orange. Ensuite, il y a, on vend aussi du Apple, des choses comme ça. Et donc, c'est pas toujours évident de... Enfin, on paraît une grosse boîte comme ça, mais en fait, devant des Apple, on se sent un peu petit. Et donc, peut-être qu'on ne prend pas assez enfin, voilà, on est l'utilisateur, enfin, nous, on est leur client. Et peut-être qu'on n'est pas assez à demander en amont à nos fournisseurs. En tout cas, pour les portables, c'est hyper compliqué. Pour tout ce qui est les autres achats, donc ça, c'est vraiment dans les achats, le fait de demander l'éco-conception, on est en train de le faire. On fait même avec les achats des espèces de cours pour les fournisseurs, parce que quand c'est des grosses boîtes, ça va leur parler, mais quand on essaye aussi d'avoir en fournisseur des startups, hein, des toutes petites boîtes, et on ne veut pas non plus les écraser en leur disant, bah non, vous n'êtes pas du tout compliant, donc on ne vous prend pas. Donc on fait aussi enfin, les achats organisent des sessions où ils expliquent ce dont nous, on a besoin et comment est-ce que les fournisseurs eux-mêmes peuvent y arriver. Sur la partie B2B, je sais que nous, on a commencé les échanges avec Mytel, Avaya, Alcatel-Lucent pour tout ce qui est éco-conception, notamment des PABX, hein, donc ce qui permet de faire la communication en entreprise. Et on a, alors Alcatel-Lucent sont hyper comment dire, focus en disant ouais, nous on est prêt pour l'éco-conception, donc ça marche bien de ce côté-là. Ensuite, il y a des lois aussi qui sont différentes selon les pays. Donc, quand on a des fournisseurs qui sont américains, c'est pas non plus si simple. Mais effectivement, la partie scope 3, c'est un énorme problème. Sur la partie transport domicile-travail, qui fait une toute petite partie du scope 3, mais par rapport au scope 1 et 2, c'est quand même une partie assez importante. Là, on a mis un objectif, on a fait toute une politique de voyage pour donner, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 400 € par an pour tout type de transport. Voilà, quand les gens vont acheter un vélo, une trottinette, les abonnements, enfin, il y a tout. Et donc, on a un objectif qui est au moins 15% de nos salariés qui prennent ce forfait mobilité durable. On organise énormément comment dire, des pépinières RSE où les gens vont mettre sur une carte, donc c'est dans un site, moi j'habite là et je pourrais faire du covoiturage. Enfin, voilà, on essaye vraiment, ça nous semble assez simple à notre main, même s'il y a toujours des discussions entre le pro et le perso. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui nous semble à notre main. Sur l'usage, on a aussi, comme les kits numériques responsables, hein, voilà, on a plein de messages pour dire comment utiliser nos services pour que ça, pour utiliser le moins. Mais effectivement, la grosse partie, c'est la production de ce qu'on vend, donc l'éco-conception, et la production de ce qu'on achète pour notre propre fonctionnement, avec les achats directement. Mais c'est vrai que c'est un énorme paquet et on a du mal à et en plus, c'est des nouveaux métiers, hein, trouver des gens qui soient super forts en éco-conception. Il faut regarder, enfin, ce que vous avez eu par Sylvain, il faut regarder multicritères. Donc déjà, pour comprendre les 12 critères, et c'est pas évident. Toute la partie gaz à effet de serre, maintenant, grâce au GIEC, grâce à Greta, on est devenu incollable, grâce à la fête du climat, mais le reste, c'est pas évident. Et puis en plus, il y a une optimisation en fonction de ces 12 critères. Mais à chaque fois, on va perdre sur l'un, gagner sur l'autre. Donc on est conscient que c'est un énorme travail. Donc nous, tous les gens de la RSE, on est super contents qu'il y ait des objectifs là-dessus. Mais voilà, il faut embarquer tout le reste du groupe. Merci. On va arriver à la fin de cette conférence. Avant, il y avait juste peut-être une dernière question très rapide pour Télécope, savoir si l'offre s'adressait uniquement aux particuliers, ou si elle était aussi pour les...
Aujourd'hui, notre offre s'adresse à tout le monde, mais on n'a pas encore déployé la grosse artillerie pour les grosses structures. Donc, mais si vous êtes une structure, je dirais, une taille inférieure à une trentaine de collaborateurs, c'est des choses qu'on peut faire avec vous. On vous accompagne là-dessus. Par contre, pour les plus grosses structures, ce n'est pas encore d'actualité. Ça marche. Merci beaucoup.